Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal, séance du 6 juillet, la dernière avant la période de vacances du Conseil. Si vous voulez bien, on va commencer par un temps de réflexion qui, en fait, traduit un peu l'esprit dans lequel nous voulons vivre nos délibérations. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Alors, j'aimerais dire aux gens qui nous regardent via les médias électroniques, que ce soit sur le web ou à la télévision de Cogeco, que vous avez toute la durée de la rencontre pour nous faire part de vos questions. Sur la page où on voit les ordres du jour, il y a en bas un petit carreau où vous pouvez cliquer et poser votre question qui sera transmise électroniquement. Et M. Denis Villeneuve va nous la répercuter pour que nous puissions y répondre. Par rapport à la période de questions, je voudrais aussi vous dire qu'à compter du mois d'août, la semaine du 17 août, nous allons vous faire savoir de quelle façon est-ce que la population pourra revenir, si il n'y a pas d'autres nouvelles au niveau sanitaire, revenir au conseil municipal, mais il faut penser qu'on doit penser au nombre de personnes qui peuvent rentrer à la distance de 1 mètre, alors même avoir tout le conseil plus des gens, comment on pourra faire tout ça. Alors, la nouvelle est tombée un petit peu trop rapidement, là, samedi dernier, pour qu'on soit prêt pour ce soir. Même si ce soir, vous le verrez, on a des invités qui ne resteront pas longtemps, mais qui sont ici pour une raison très, très, très spéciale. Alors, avant d'arriver là, j'aimerais peut-être qu'on adopte l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Martel, appuyé par Catherine Lassonde. Comme vous voyez aussi tous nos autres conseillers qui sont présents via la média électronique sur la plateforme Team. Alors, merci d'être là avec nous aussi. Adoption des procès-verbaux. Alors, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 juillet 2020. Je vais le proposer et demander la dispense de lecture. Est-ce que quelqu'un appuie? Alors, M. Pelletier, merci. À la correspondance, Mme la greffière. Aucune correspondance, Monsieur le maire. Personne n'a passé un jour. Non. Alors, parfait, merci. Alors, on arrive donc à la rubrique Direction générale et voilà, je vous explique un peu qui sont nos invités. Vous savez, au cours des derniers mois, toute la fonction publique, tous les employés syndiqués, les cadres, les cols blancs, les cols bleus, les directeurs et directrices de services ont eu à s'ajuster à des pratiques inhabituelles. Alors, du jour au lendemain, le télétravail est devenu pratiquement la norme pour plusieurs personnes de l'organisation. Il a fallu trouver des façons de rendre les services essentiels pour s'assurer qu'il n'y aurait pas trop de non-distanciation physique, si je peux dire. S'assurer aussi que les gens ne se croiseraient pas au changement de cadre de travail. S'assurer que le travail puisse être fait toujours dans le respect des normes sanitaires. Alors, avec les employés, avec les syndicats, entre autres, les gens ont dû faire preuve de beaucoup d'agilité et d'imagination pour trouver comment s'organiser. Ce qui a fait en sorte que plusieurs de nos employés se sont retrouvés des horaires atypiques, non prévus à la convention collective, des façons de faire qu'on n'avait jamais faites. Alors, il y a des quarts de travail de jour, de soir, de nuit qui ont été créés, même de fin de semaine, pour que le travail puisse se faire sans qu'il y ait trop de monde en même temps dans nos bâtiments ou, qui se croisent au moment des changements de quart, par exemple. Pour faire en sorte que le service soit rendu à la population, ce qui fait que, je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'on a été prêt dans plusieurs items bien avant d'autres villes. Je pense à la préparation des parcs, des espaces de jeux, des espaces verts, des piscines qu'on a pu ouvrir là, pour le Saint-Jean-Baptiste comme tout le monde. Alors, on voulait ce soir, puisqu'on arrive à l'été, et que c'est la période de vacances, même pour certains, c'est déjà commencé, la rotation des périodes de vacances. On voulait, d'une façon très concrète, remercier toute la fonction publique de Drummondville, les cols blancs, les cols bleus, les cadres, les pompiers, les brigadiers, tous les gens de la direction, des différentes directions, de la direction générale aussi. Alors, ce soir, on voulait leur démontrer notre appréciation en votant une motion de félicitations, une motion où on voulait remercier tout le monde pour
la collaboration exceptionnelle de tous les employés et leur adhésion aux mesures mises en place, autant chez les employés col bleu, col blanc, cadres, pompiers et brigadiers, et qui ont travaillé fort durant la lutte à la pandémie, qui n'est pas encore terminée, qui est avec nous. Il faudra encore être agile, il faudra faire attention s'il y avait une deuxième vague. Mais on voulait, au moment des vacances, vous dire un immense merci à tout le monde pour l'énergie que vous avez développée, que vous avez déployée et tout ce qui s'est développé comme service. Alors, je vais nommer quelques personnes, la plupart seront ici. Vous employez col blanc, on a Marc-André Loisel et Marie-Ève Pelletier, qui sont les représentants syndicaux. Pour les cols bleus, M. Ghislain Coderre, M. François Niquette. Pour les brigadiers, M. Claude Béliveau est avec nous. Pour les pompiers, je pense qu'ils sont en service ce soir, ils ne sont pas ici, mais on les salue. Johan Poirier et David Gigueroy. Oui, mais j'arrive au directeur. Alors, M. Beaurivage, qui non seulement est le directeur du service incendie, mais qui est aussi le coordonnateur au service des mesures d'urgence, qui a été très sollicité avec Andrew Barr au cours des derniers mois. Je remercie Francis Adam, Benoît Carignan, Denis Jouron, Dominique Villeneuve, Mélanie Ouellette au service du greffe, Marie-Ève Legendre, Philippe Mercure, qui est notre nouveau directeur que vous verrez tout à l'heure. Derrière, Yves Beaurivage, je l'ai nommé, Caroline au service des ressources humaines, Roger Leblanc, François Bélanger. Merci et transmettez à vos confrères et à vos consoeurs nos remerciements, notre appréciation. C'est pas de coutume qu'on fait ça souvent. Je pense que c'est quelque chose qui méritait d'être fait. On voulait le faire en votre présence. On ne voulait pas juste envoyer un message comme ça. Merci de vous être déplacés. Je vous disais qu'on avait des invités. Ils sont ici dans la salle à 2 mètres les uns des autres, mais bientôt, on va les libérer pour qu'ils puissent profiter de ces belles soirées d'été chaudes qu'on a. Alors, au nom de tout le conseil municipal et avec tout le conseil municipal, j'espère que j'aurai un appuyeur. Je vais l'appuyer. En fait, un proposeur peut-être même, et Catherine. Alors, merci beaucoup tout le monde. Puis je pense que ça vaut plus qu'une main d'applaudissement, mais ce soir, contentez-vous d'une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Je veux rajouter une chose aussi que Francis Adam, notre directeur général, me disait dans ses discussions avec d'autres villes. Puis c'est pas pour nous comparer, mais en même temps, des fois, ça fait du bien de se comparer. La souplesse dont tout le monde a fait preuve nous a vraiment permis de nous préparer à temps. Et c'est pas toutes les villes qui ont bénéficié de ça. C'est pas toutes les villes qu'on croise qui ont eu cette agilité à répondre aux demandes. Alors, vraiment, là, du fond du cœur, un gros merci à tout le monde. Merci. Alors, sur ce, on va passer aux choses plus formelles. Au point 6.2, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 1er juillet 2020. Oui, merci, M. le maire. J'ai vu dans les messages, peut-être que moi, je le vois parce que je suis à la maison. Je vais juste m'assurer qu'on avait bien nommé Marc Saint-Germain et Jonathan Guy. Donc, je sais qu'on ne peut pas nommer tout le monde, mais c'est 2 directeurs qui ont joué un rôle important. Je ne les avais pas saisis dans la liste que vous avez. Non, j'ai nommé seulement ceux qui étaient présents. Ah, je suis désolée. Je ne suis pas présente. OK, donc je vais faire un bref résumé de la dernière séance du Conseil exécutif. Donc, on a eu des dossiers de finances. C'est quand même un exécutif assez complet. On a eu la présentation des états financiers. On a eu également un suivi quant aux indicateurs de gestion. Puis encore une fois, comme à tous les mois, la révision du budget COVID. Donc, les ajustements qu'on a vus durant la pandémie, puis le suivi. On a eu beaucoup de dossiers de ressources humaines. Vous allez voir, il y a plusieurs résolutions qui vont découler des décisions qu'on a prises et recommandées au conseil municipal. Des dossiers, comme toujours, d'affaires juridiques. Un projet d'immobilisation, notamment en lien avec la desserte en eau potable et en eau usée dans le secteur de la ferme des voltigeurs. Et puis, des subventions également. Donc, vous allez voir, là, les citoyens verront les résolutions qui découlent de cet exécutif. Merci. Merci, Mme Malavance. Au point 6.3, versement d'une subvention spéciale de 75 000 à la Société de développement économique de Drummondville pour la campagne d'achat local. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Appuyé par Mme Lacoste. 6.4, versement d'une subvention au montant de 4 830 au refuge La Piole, au Centre d'action bénévole, à la Tablière populaire et au comptoir alimentaire. Je vais le proposer.
M. Martel, appuyé par M. Morales. Je vais peut-être vous expliquer que spontanément, au cours de la période intense de la pandémie, là, plus tôt au printemps, les employés ont proposé de faire une collecte de fonds pour être remis à des groupes communautaires. Et devant cette initiative, le Conseil avait dit, bien, pour chaque dollar ramassé, on va rajouter un montant d'argent. Alors, les conseillers, autant que les employés, ont contribué au fonds et la Ville contribue d'un montant. Donc, ça fait 4 830 $ à partager entre les 4 organisations. Point 6.5, signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 129 de la rue Herriot pour le comptoir lunch. Je le propose. Madame Lacoste? Je l'appuie. Par M. Pelletier. Alors, vous verrez ces résolutions là, qui nous permettent d'être un peu plus agiles, comme le gouvernement l'a permis, pour permettre des terrasses publiques qui s'installent dans la voie publique. Alors, il y en aura quelques-unes ce soir. Les gens avaient jusqu'au 30 juin pour nous faire parvenir leurs demandes. 6.6, signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 152 de la rue Herriot pour Chocodésie. Je le propose. Je l'appuie. Stéphanie Lacoste. 6.7, signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 330 de la rue Lindsay et la Maison d'Herbe. Je le propose. Madame Je l'appuie. Lasson, appuyé par M. Pelletier. 6.8, signature d'autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 156 de la rue Lindsay, l'établi Brasserie urbaine. Je le propose. Je l'appuie. 6.9, signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 234 de la rue Herriot, le Louba. Je le propose. Je l'appuie. Stéphanie Lacoste. Merci. 6.10, signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour l'établissement situé au 116 de la rue Cockburn pour le restaurant Tai Wai Wai. Je le propose également. Je l'appuie. Autorisation de fermeture des rues dans le cadre du projet Déconfiner finement et les terrasses publiques. Alors, nous poursuivons l'expérience jusqu'au 23 août. Je le propose. Je le propose, Jean Charest. Alors, Mme Lassonde et M. Charest. Et à la demande de quelques commerçants, autorisation concernant la tenue d'une vente trottoir sur la rue Lindsay les 6, 7 et 8 août 2020. Je le propose. Je l'appuie. Alors, merci beaucoup. Allons maintenant à la rubrique Finances. C'est ce soir le dépôt des états financiers 2019. Alors, je vais vous faire la lecture de cette présentation des états financiers 2019. Nous déposons donc ce soir les états financiers de l'année 2019 de la Ville de Drummondville. À notre avis, en nous fiant au rapport des auditeurs, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une photo des finances de la Ville au 31 décembre 2019. À ce moment, aucune perturbation économique ou financière n'était vécue en raison de la COVID-19. L'exercice 2019 s'est clôturé le 31 décembre dernier avec un surplus d'exploitation de 2 849 504 $ et ce montant exclut la variation de l'affectation des avantages sociaux futurs d'une somme de 934 576. On parle ici, dans le fond, du fonds de pension. La vigueur de notre économie et les importants investissements résidentiels et industriels et commerciaux de la dernière année ont donc des retombées positives sur le bilan financier présenté ce soir. Dans les prochaines minutes, nous ferons ensemble un tour d'horizon des informations financières de l'année 2019. Tout d'abord, regardons le poste des revenus. Ces derniers représentent un cumulatif réel de 125 785 288 en 2019, soit 6 885 288 de plus que la somme prévue au budget. Cet écart s'explique en grande partie par différentes entrées additionnelles, dont tout particulièrement 5 041 893 qui proviennent des droits de mutation à hauteur de 2 millions, de subventions, notamment liées au transport en commun et de vente de terrains industriels. Également, considérant les résultats financiers très favorables de la Ville de Drummondville, il n'aura pas été nécessaire d'utiliser l'affectation de 1,3 million budgétée pour pallier à une variation de la croissance économique. En ce qui concerne les dépenses,
elles s'établissent à 122 935 784, alors que le budget prévoyait des dépenses encourues pour 2019 de 118 900 000 $. Cette augmentation dans les dépenses s'explique notamment par une forte augmentation d'environ 2 100 000 $ des coûts de déneigement, comme on en a déjà fait mention et comme plusieurs autres villes ont vécu aussi, ainsi que de l'acquisition du bâtiment du centre communautaire de Drummondville-Sud. Les dépenses de fonctionnement de nos services se situent quant à elles à 95 257 016 $. Par ailleurs, le profil financier 2019 publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est une fois de plus, très reluisant pour notre ville. Il fait état d'une dépense nette par une unité d'occupation de 3 937 $ à Drummondville, alors que la moyenne se situe à 4 920 pour une ville de 25 000 à 100 000 habitants ou à 5 460 pour l'ensemble des villes du Québec. En d'autres termes, nous nous démarquons avec une dépense par foyer de 20 % en dessous de la moyenne des dépenses des villes de notre classe de population et de 27,9 % par rapport à la moyenne des villes du Québec. Les dépenses globales de la ville de Drummondville incluent un remboursement en capital de la dette à long terme de 16 522 000 $, soit 15 29 872 à la charge de la ville et 1 492 155 à la charge des autres paliers gouvernementaux, de même que des remboursements de 2 904 535 au fonds de roulement et de 4 811 254 aux activités d'investissement payées comptant. Concernant les activités d'investissement payées comptant, ce poste a augmenté de 500 000 $ en 2019, ce qui permet à la Ville de payer comptant certains investissements. Cette façon de faire permet donc de financer des projets sans intérêt et sans faire augmenter la dette. Le Conseil municipal s'est donné comme cible d'augmenter ses activités d'investissement payées comptant d'année en année. Parlant d'investissement, les états financiers démontrent qu'ils se chiffrent à 42 480 438 en 2019. Au cours des 5 dernières années, les investissements de la Ville se sont chiffrés en moyenne à 40 millions de $, alors qu'ils étaient d'une moyenne de 32 millions pour les 5 années précédentes. Donc, pour un taux de taxation équivalent à celui de 2006, la Ville investit davantage dans son milieu. En 2019, pour des investissements totaux de 42,5 millions, nous avons contribué à la hauteur de 28,8 millions. C'est donc dire que nos partenaires ont contribué à hauteur de 13 700 000 $ aux investissements faits par la Ville. De surcroît, plus de la moitié des investissements ont été octroyés pour des travaux d'infrastructure municipale, dont plusieurs réfections de routes, réparation de trottoirs et préparation de bordures. Le Conseil municipal s'est donné comme objectif, dans les dernières années, d'investir davantage dans ces infrastructures municipales. Par exemple, nous avons annoncé, lors du dépôt du plan triennal d'immobilisation 2020-2022, que les investissements dans la réparation de nos rues passeront graduellement de 7 millions à 15 millions par année d'ici 2029. Il s'agit là d'un engagement ferme de votre conseil municipal qui aura pour but d'assurer la pérennité et la mise à niveau de notre réseau routier, tout en redonnant un certain confort sur la route à nos citoyens. Par ailleurs, voici les principaux investissements de la plus récente année. 11,3 millions ont été investis dans nos infrastructures municipales, dont 1,6 pour la réfection du chemin du Golfe, 2,7 pour le boulevard Saint-Joseph, 1,5 millions pour le boulevard Allard et 1,5 millions pour la rue Lindsay. 6,3 millions ont été investis dans nos parcs, terrains de jeu et espaces verts, dont 2,8 millions pour la construction de la promenade Rivia, 1,5 millions pour la réfection de la piscine Audiat, qui est d'ailleurs maintenant rouverte depuis samedi. 3,4 millions ont été investis dans la revitalisation du quartier Saint-Joseph. On pense au parc Perron et tout l'environnement du marché public. 500 000 $ pour le nouveau guichet unique qui permettra cette année, en 2020, aux citoyens d'appeler la Ville et de parler directement à un agent qui pourra répondre à vos besoins sans égard au service municipal qui traitera votre demande. Abordons maintenant la question de l'endettement à long terme. La dette à la charge de l'ensemble des contribuables se situe à 118 716 048 $. Quant à la dette de secteur, assumée par un certain nombre de contribuables résidents, en grande majorité dans les nouveaux secteurs résidentiels, elle totalise 18 591 718. Par conséquent, la dette totale nette à long terme de la Ville de Drummondville représente 137 307 766 $ en date du 31 décembre, ce qui exclut la quote-part de la dette de la MRC pour la forêt Drummond de 4 88 270 $. Il faut mettre en perspective les chiffres présentés précédemment avec ceux des autres villes québécoises. La dette
totale de Drummondville, alors qu'elle était chiffrée à 1,69 de son évaluation foncière au 31 décembre 2018, représente maintenant 1,79. Le plus récent profil financier du ministère indique que le pourcentage moyen est de 2,20 pour une ville de notre classe de population et de 2,17 pour l'ensemble du Québec. L'endettement par unité d'évaluation se situe à 4 646 $. Il faut dire que l'endettement par unité d'évaluation pour une ville comparable représente près du double, soit 6 748 $ en moyenne et 6 455 $ pour l'ensemble du Québec. En résumé, la dette de la ville à l'ensemble est de 118 700 000 et la valeur de nos immobilisations au coût amorti est de 497 300 000. Si vous me permettez, et si M. Cusson me le permet, je reprendrai une comparaison qu'il avait faite et qui permet de mieux comprendre l'excellente situation financière dans laquelle la ville de Drummondville se trouve. Si nous détenions une maison d'une valeur de 208 000 $, ce qui est la valeur moyenne pour une résidence située sur notre territoire, il faut comprendre qu'il resterait sur celle-ci une hypothèque à payer de 50 000 $. C'est ce que représente la dette de la ville. Comme mentionné précédemment, le bilan de l'exercice 2019 indique un excédent de fonctionnement de 2 849 504, excluant la variation de l'affectation des avantages sociaux futurs au montant de 934 576. Ce surplus s'ajoute au solde disponible de 4 228 013 $, ce qui représente un excédent total non affecté de 7 077 517. De ce montant, un montant de 1 million de $ servira à l'augmentation du fonds de roulement, permettant ainsi de faire passer le capital autorisé de 20 400 000 à 21 400 000. Nous affectons également un montant de 220 000 $ au surplus accumulé affecté d'attraction de la main-d'œuvre, dont nous procéderons à la création officielle aujourd'hui. Le développement économique au cours de l'année 2019 allait bon train. Plusieurs industries se sont installées ici et d'autres se sont agrandies sur notre territoire. Les terrains industriels trouvent preneurs, ce qui est un bon signe pour le développement économique de notre ville. Cependant, en tant que conseil municipal, nous nous devons d'avoir une vision à plus long terme et d'arrimer le développement économique avec le développement municipal. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui la création d'un surplus accumulé affecté, qu'on appellera achat de terrain et développement économique, et nous y affectons un montant de 500 000 $. Ce surplus servira, entre autres, à prévoir le nouveau parc industriel nécessaire et à les repenser en fonction des nouvelles valeurs sociales, à acheter de nouveaux terrains industriels et à installer les infrastructures nécessaires. Ce surplus nous permettra d'accompagner et de suivre l'évolution et la croissance des entreprises, notamment lorsqu'elles doivent se relocaliser pour prendre de l'expansion. Comme je l'ai mentionné lors du dépôt du rapport annuel 2019 de la Société de développement économique de Drummondville, la Ville doit planifier l'acquisition de nouveaux terrains industriels tout en se souciant d'attirer des entreprises et l'économie verte. Nous devrons être attentifs au développement du secteur tertiaire et celui de l'agroalimentaire. Notre milieu a la chance de compter sur des créneaux forts qui ont fait notre réputation partout au Québec et ailleurs. Et pour assurer la pérennité de notre tissu économique, nous devons poursuivre notre diversification tout en considérant davantage le développement durable. Pour conclure, disons que l'excédent de fonctionnement non affecté, ce poste représentera une somme de 5 357 517, soit 4,2 du budget 2020. Regardons brièvement maintenant les excédents affectés. Premièrement, l'excédent de fonctionnement affecté aux ex-villes représente une somme de 163 944 $. Deuxièmement, un montant de 1,3 million a été injecté au budget 2020 dans une provision pour égard budgétaire en raison d'une variation de la croissance économique. De plus, le fonds de redevance à l'enfouissement en est rendu à 1 080 079 $ et celui pour le maintien d'actifs est à 1 637 812 $. Une somme de 300 000 $ est prévue pour le remboursement anticipé de la dette à long terme et 971 786 sont réservés pour les sports et les loisirs. Ce montant provient des sommes affectées aux Jeux du Québec et sera utilisé, comme déjà mentionné, afin de développer de nouvelles infrastructures de loisirs et de sport. La Ville de Drummondville possède aussi divers fonds réservés et revenus reportés à certains de ses champs d'intervention. Voici les principaux.
Le fonds de roulement est à 4 792 297. Le fonds de parc et de terrain de jeu à 179 981. Et le fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques à 713 000 en date du 31 décembre 2019. Je dépose aujourd'hui, en même temps que les états financiers, un suivi des investissements de l'année précédente en lien avec le budget prévu. Il s'agit d'un processus de réduction de compte instauré par M. Cusson et le Conseil il y a quelques années pour une question de plus grande transparence. Les investissements prévus au plan triennal d'immobilisation 2019-2021 représentaient un montant de 54 900 000 dont 39 étaient à la charge d'un tiers. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler les grands projets de 2019. Le projet de centralisation du service aux citoyens qu'on appelle communément le guichet unique, la construction de la promenade Riviac, les diverses réfections de rue, l'élaboration de la politique de consultation publique et de participation citoyenne qu'on va d'ailleurs adopter ce soir, l'élaboration du plan de mobilité durable, l'élaboration de la politique du patrimoine dont les travaux sont toujours en cours, plusieurs investissements dans le site Kunak, divers investissements dans les infrastructures d'eau potable et des eaux usées, la modernisation de la piscine Audiat, l'avancement des projets de Fortissimo et du centre sportif Gérardin et finalement l'implantation d'un second verger urbain. Les investissements au plan triennal d'immobilisation qui étaient prévus pour 2019 totalisaient 54 900 000 et dont 33 500 000 étaient à la charge de la Ville. Les sommes investies auraient été de 29 900 000. L'écart de 25 millions s'explique par un élément particulier, soit le report de certains projets dont plusieurs se compléteront au cours de la présente année, principalement pour permettre à la Ville de profiter de subventions importantes. Par exemple, divers projets sous la responsabilité de tiers promoteurs, la décontamination du site Fortissimo, dont les travaux commencent au cours des prochaines semaines, et le centre sportif Gérardin, déjà en construction. Je tiens aussi à souligner l'excellent travail de la Direction générale et des différents services dans l'atteinte de ces excellents résultats et qui sont sans aucun doute à la hauteur des attentes de nos concitoyens. L'année 2019 aura été très bonne sur le plan financier pour la Ville de Drummondville. Nous avons continué à maintenir le cap pour réaliser notre planification stratégique et remplir nos obligations envers les citoyens et citoyennes afin de bâtir ensemble un milieu de vie de qualité qui contribue au bonheur de la population. Les attentes de celles-ci sont grandes et ambitieuses. Les moyens dont nous disposons sont toutefois limités. Comme le font les familles drummondvilloises, nous tentons de prévoir les grandes dépenses en respectant nos moyens financiers. Nous ne pouvons pas tout nous payer, nous faisons des choix. Notre ratio d'endettement est d'ailleurs parmi les plus bas pour les villes comparables. Nos finances sont bien administrées et nous sommes vigilants. C'est pourquoi nous essayons de prévoir les grands projets qui pourraient bénéficier de subventions afin de saisir les opportunités qu'offrent les programmes gouvernementaux. Nous rénovons nos équipements, nous investissons davantage pour l'entretien des chaussées et des infrastructures, tout en prenant le virage de la mobilité durable qui offre à tous un environnement plus sécuritaire et qui promeut les saines habitudes de vie. Nous devons aussi penser l'évolution de notre développement économique et social pour qu'il soit plus durable. C'est pourquoi nous prévoyons à l'avenir en réservant un premier montant de 500 000 pour l'acquisition de terrains et développement économique. La pandémie aura marqué les premiers mois de l'année 2020 et continuera de se faire sentir tout au long de l'année. Nous avons adapté nos pratiques en faisant preuve d'agilité, d'imagination et de résilience. Et si l'année 2019 fut une bonne année, eh bien l'année 2020 s'annonçait tout aussi fructueuse. J'en prends à témoin le nombre de permis émis pour la construction de logements. En date du 31 mai 2020, nous avions plus de permis émis qu'au cours des 2 dernières années, à la même période, c'est-à-dire que malgré cette période de pandémie, les gens demeurent optimistes. Nous vivons tout de même dans un temps d'incertitude qui nous invite à la prudence tout en demeurant agiles afin d'aider notre milieu à traverser cette crise. La réflexion sur le plan de relance des affaires municipales nous a amenés à identifier des priorités sur un horizon de 0,24 mois, tout en gardant le cap sur les éléments de la planification stratégique. Vous nous avez déjà partagé vos préoccupations et nous vous invitons à réagir sur le plan préliminaire lors d'une phase de consultation qui se déroulera du 8 au 15 juillet 2020. Finalement, je tiens à remercier au nom des conseillères et conseillers, ainsi qu'en mon nom, chaque personne œuvrant au sein de notre administration municipale. Inutile de vous mentionner que tout un chacun a également à cœur la santé financière de notre ville. Les états financiers présentés ce soir clôturent officiellement une année financière grandement satisfaisante pour la ville de Drummondville. À vous tous et à vous tous, merci de votre attention et bravo à chacun pour sa contribution.
Alors, voilà le portrait de l'année qui s'est terminant au 31 décembre 2019. Une bonne année, une année qui nous permet encore de voir réaliser des projets intéressants. Et je reviens sur la mention de prudence. Je vais vous dire que le Conseil, dans ses dépenses, dans ses investissements au cours des derniers mois et des prochains mois, garde cette prudence-là, mais garde aussi le désir de développer la ville et de contribuer à son rayonnement. Et à votre bonheur. Alors, on s'en va au point 7.2, dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Monsieur Martel. Je vais me permettre de vous dire que ça va être un peu plus bref que ce que vous présentez, parce que moi, je présente seulement 15 jours. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 14 au 27 juin 2020. Cette liste totalise un montant de 7 193 079,90 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 21 juin au 4 juillet. C'est terminé. Merci, M. Martel. Alors, dépôt de la réserve financière des conditions météorologiques au 31 décembre 2019. M. Carignan. Oui, je dépose la liste ce soir. Il n'y a pas eu aucun mouvement dans... Oui, je dépose la liste ce soir des mouvements qu'il y a eu dans la réserve financière, conditions météorologiques. Il n'y a pas eu de mouvement à part les intérêts qui sont générés sur le fonds, le dit fonds conditions météorologiques. Parfait. Merci, M. Carignan. 7.4, emprunt de 2 427 000 au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Je vais le proposer. M. Martel. Annick Bellavance, j'aimerais l'appuyer. Mais merci, Mme Bellavance. Alors, on y posera entre autres des compteurs d'eau dans des commerces et des industries qui sont désuets. Il y a eu là-dedans l'investissement pour le boulevard Lemire, pour le projet de guichet aux citoyens et divers autres projets. 7.5, appropriation d'une somme de 2 millions de dollars provenant de la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité durable et au transport. Je vais me faire le proposeur. Jean Charest, je vais le proposer. M. Charest et M. Martel, merci. 7.6, affectation d'une somme de 220 000 dollars provenant du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté pour l'attraction de main-d'œuvre. Je vais m'en faire le proposeur. Je vais l'appuyer. Alors, M. Martel et Mme Bernier, affectation d'une somme de 500 000 dollars provenant du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté pour l'achat de terrain et développement économique. Je vais m'en faire le proposeur. Je l'appuie. M. Martel et Mme Lassonde. 7.8, service d'entretien ménager de l'édifice Francine Ruet-Jutras. Oui, M. le maire, et on a reçu 2 soumissions conformes pour service d'entretien ménager pour l'édifice Francine Ruet-Jutras pour une période de 3 ans avec une année d'option. Donc, je propose un soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, c'est-à-dire maintenance Eureka, au montant total annuel moyen de 124 839,86 $, taxes incluses. Alors, M. Charest propose, appuyé par Je l'appuie. M. Pelletier. Dominique Martin. Alors, 7.9, entretien des systèmes de réfrigération des patinoires. Oui, c'est pour l'entretien des patinoires du centre Marcel Dionne, l'Olympia Yvan Cournoyer, Victor Pépin de la Seigneurie et éventuellement du centre sportif Gérardin. C'est pour une période encore de 3 ans avec une année d'option. Nous avons reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Réfrigération Drummond Inc. au montant total annuel moyen de 101 120,51 $, taxes incluses. Je l'appuie. Stéphanie Appuyé Lacoste. par Mme Lacoste, merci. 7.10, location de 4 chargeurs sur roue et de 2 niveleuses. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1, Excavation Martel Inc., au montant total annuel moyen de 64 507,82 $, taxes incluses. Et pour le lot 2 et 3, je vous recommande de rejeter les soumissions puisque celles-ci étaient trop élevées par rapport au budget prévu de la Ville. Je Je vais l'appuie. l'appuyer. Dominique Martin. Alors, M. Martin, passez votre tour, fait trop souvent, là. 7.11, travaux pour la dalle et abri pour pavage tiède. Oui, c'est pour le projet de construction d'un abri pour entreposage de pavage à nos installations de la rue Lallemand.
Donc, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Construction Bertrand Dionne, Inc., au montant de 461 082 et 53 sous, taxes incluses. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. Peut-être préciser que cette dalle pour le pavage tiède va nous permettre de faire des réparations au printemps qui seront plus durables et de meilleure qualité. On pourra utiliser moins d'asphalte froid. Alors, c'est une bonne nouvelle. Puis je profite de l'occasion, M. le maire, ce soir, avec toutes ces propositions-là, on a une économie quand même de 60 000 Merci, M. Charest. Alors, on s'en va à la rubrique 8, capital humain. 8.1, dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Alors, ces employés n'ont pas besoin d'être engagés par résolution du Conseil. On ne fait que déposer la liste des gens engagés. Alors, je fais le dépôt. 8.2, embauche de M. Marc-André Godbout au poste permanent de préposé à la réglementation, au stationnement et au transport en commun, au service des loisirs et de la vie communautaire, division transport en commun, stationnement, politique et programme communautaire. Je vais le proposer. L'auteur, je seconde. Merci. 8.3, embauche de M. Ahmed Chebi au poste cadre permanent de contremaître au service des travaux publics. Je vais le proposer. Dominique Martin. William Morales, je l'appuie. Embauche de Mme Marilène Turcotte au poste cadre permanent de partenaire au service du capital humain. William Morales, Annick Bellavance, j'aimerais l'appuyer, pardon. Proposé par William Morales. 8.5, révision de l'organigramme du service de développement et des relations avec le milieu. Je vais le proposer. Je le propose. Alors, M. Martel propose, Mme Lacoste l'appuie. Alors, il s'agissait de bien expliquer la situation que nous allons vivre bientôt. Alors, une direction, 2 chargés de projet, un chef de division au guichet citoyen, pardon. Et pour la direction, 8.6, nomination de M. Philippe Champagne-Mercure au poste de cadre permanent de directeur du service de développement et des relations avec le milieu. Je le propose. Je vais le proposer. Dominique Martin. Alors, Mme Lassonde et M. Martin. 8.7, nomination de Mme Caroline Follum au poste de cadre permanent de chargé de projet au sein du service du développement et des relations avec le milieu. John Huss, je Annick propose. Bellavance, j'aimerais l'appuyer. Alors, M. Huss, Mme Bellavance. Et 8.8, embauche de Mme Marianne Leguerrier au poste de cadre permanent de chef de division au service du développement et des relations avec le milieu, division expérience citoyenne. Je le Jean propose. Charest, je le propose. Je l'appuie. Alors, M. Charest et M. Morales, si j'ai bien compris, oui. Alors, je vais vous dire que tous ces postes-là, c'est des embauches de postes qui étaient déjà disponibles et qui existaient déjà à la Ville. Il s'agit de remplacement. Ce n'est pas des nouveaux employés comme tels. Ce n'est pas des nouveaux postes. Rubrique 9, greffe et affaires juridiques. Alors, 9.1, modification de la grille de décision pour le prix de vente des terrains industriels. Je le propose. Je l'appuie. Alors, Mme Bernier et M. Pelletier, peut-être pour vous préciser que les terrains industriels étant une denrée rare et importante à la Ville de Drummondville, on a décidé de revoir notre grille de prix. Alors, ça passe de 2 à 3 $ les pieds carrés en fonction de certains critères, dont, par exemple, le niveau de développement durable, le niveau du salaire, la grandeur du terrain demandé, la grandeur du bâtiment, la valeur du bâtiment, le nombre d'emplois que ça va créer ou que ça peut aider à maintenir. Tous ces critères-là nous permettent de nous tenir un peu dans le haut du marché pour pouvoir faire les bons choix. Si on ne fait pas des ventes de feu, on prend le temps de choisir à qui on vend et à quel prix on le vend aussi. Alors, la grille aussi évite la question de l'arbitraire. Ça nous permet de pouvoir rendre compte des décisions et pourquoi on les prend. Alors, il nous semblait qu'on était rendu à le mettre à jour. Cette grille qui date de pas si longtemps que ça, mais on permet de s'ajuster, dans le fond, à la réalité que nous vivons. Alors, merci aussi aux gens de la S2D qui nous ont aidés à faire ce travail-là. 9.2, modification de la résolution numéro 0281-03-18 afin que la note de passage pour l'évaluation de rendement soit augmentée à 70 %. Je préciserai, je vais le proposer, et je préciserai que c'est l'évaluation du rendement des fournisseurs et des entrepreneurs à la Ville. Parfait. Je l'appuie. Stéphanie Lacoste. Merci. 9.3, signature d'un addenda à l'entente promoteur intervenu le 11 mai concernant le développement du quartier Le Vivalto. Je vais le proposer, M. le maire, Jean Charest. Je l'appuie. Merci. Ça concerne le talus qui a été fait sur le côté de la 20.
9.4, signature d'un acte de servitude à intervenir avec la compagnie 9323-7073 Québec Inc. concernant une partie du lot 5035422 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Il s'agit en fait d'une servitude pour le mur anti-bruit installé derrière le buffet du continent. Je le propose. Monsieur Pelletier, Je vais l'appuyer. Je l'appuie, appuyé par Dominique Martin. Monsieur Martin, puisque c'est votre quartier. Il me semble, oui. Oui. C'est ça. Alors, on s'en va à la rubrique 11, sécurité incendie et sécurité civile. Alors, 11.1, dénonciation de l'entente d'entraide mutuelle avec les services d'incendie situés sur le territoire de la MRC Drummond et les municipalités limitrophes, ainsi que des 6 ententes relatives à l'établissement d'une force de frappe au moyen de l'entraide automatique, ce qu'on appelle le multicaserne, lors d'incendies. John Huss, je le propose. Jean l'appuie. Charest, je l'appuie. M. Husk et M. Charest, juste pour vous dire que cette entente-là, on veut la retravailler. Alors, c'est la pratique normale quand on veut cesser des façons de faire. Quand le terme arrive quelques mois auparavant, on dit bien, on voudrait faire des changements. C'est ce qu'on vient de dire et on va travailler avec nos partenaires pour avoir une entente qui convient à tout le monde et à nous. 12, loisirs et vie communautaire. Reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal. Je le propose. Madame Je vais Lassonde, l'appuyer. appuyé par M. Martel. 12.2, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds régional de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale et autorisation de signature. Je vais faire le dépôt. Ça prendrait une résolution. Ça prend une résolution. Alors, Alain propose. Je vais le proposer. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. Alors, c'est une demande de près de 500 000 là, c'est 400 quelques mille dollars, une entente qu'on avait déjà déposée, mais qu'on remanie pour pouvoir accompagner des projets de revitalisation urbaine intégrée et de développement social dans le quartier Saint-Joseph, le quartier Christ-Roi et aussi le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il y a quelques activités qui seront faites. Saint-Simon. Et Saint-Simon. J'ai oublié Saint-Simon? Oui. Excusez-moi. C'est le quartier principal qu'on voulait identifier, puis c'est celui de Saint-Simon. Alors, 12.3, versement d'une aide financière supplémentaire au montant de 4 635,50 $ à la Maison des jeunes de Drummondville pour la surveillance du Skate Plaza. Je vais m'en faire le Je le propos. propose, Stéphanie Lacoste. Je vais l'appuyer en précisant qu'il y a plusieurs jeunes qui fréquentent le site toute la journée. Et à ce moment-là, la surveillance n'était pas inclue au niveau de 13h à 17h. Okay. Ça va augmenter l'accompagnement à ces jeunes-là. Et c'est effectivement très, très sollicité. 12.4, versement d'une subvention au montant de 18 345 à la Fondation Saint-Georges. Je le propose. Alors, Je l'appuie. Mme Lassonde et M. Pelletier. Versement d'une subvention au montant de 20 000 $ au Festival de la Poutine. Je le propose. Mme Lassonde. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Dominique Martin. Alors, M. Martin appuie. 13, Arts, culture et bibliothèque. Alors, demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet pour le soutien au rayonnement numérique 2020-2021 du ministère de la Culture et des Communications du Québec. J'aimerais le proposer en précisant que c'est pour un projet qui est présentement en développement au niveau de la bibliothèque publique de Drummondville. Merci. Mme Bernier propose, appuyé par... William Morales appuie. Merci, M. Morales. 13.2, versement d'une subvention de 10 000 $ à la Société de développement économique de Drummondville pour le projet de Flip Fabrique. Je vais le Jean proposer. Charest, je le propose. Alors, M. Martel et M. Charest, c'est pour l'animation estivale et c'est subventionné en grande partie par le CALC, le Conseil des arts et lettres du Québec. Développement et relations avec le milieu, adoption de la politique de participation publique. Alors, depuis un peu plus qu'un an, nous travaillons sur cette politique de participation publique. Elle sera maintenant lancée lors d'une conférence de presse qui s'en vient. Vous en saurez le plus long cette semaine. Je vais m'en faire le proposeur. M. Martel la propose. Je vais l'appuyer. Et Mme Lassonde l'a pris. Merci beaucoup. 14.2, alors que vous êtes d'ailleurs partie du comité qui a travaillé à l'élaboration. 14.2, signature d'un acte d'échange à intervenir avec le Centre des services scolaires des Chênes relativement au lot 6304666 et 6269179 du cadastre du Québec de la circonscription foncière. J'ai toujours de la misère à dire ce mot-là. Hein. La circonscription foncière de Drummond. Alors, c'est pour le centre sportif et l'école de la rue des Tours où on va s'échanger le terrain. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je l'appuie. Alors, Mme Lacoste et Mme Bernier.
Et il nous reste à faire une entente pour les autres terrains qu'on a négociés avec la commission scolaire pour l'école qu'il y aura dans le parc Boisbriand et d'autres terrains, dont, entre autres, la question du stade de baseball. Et 15.1 demande une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo pour le remplacement des infrastructures de la rue Saint-Georges. Je veux m'en faire le proposeur. M. Martel. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. 15.2, appui à la Société de développement économique de Drummondville pour une demande de subvention à Recyc Québec dans le cadre d'un appel de proposition pour la transition vers l'économie circulaire pour la 2e édition de cette proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Il s'agit du projet de symbiose industrielle par lequel les résidus de production d'une entreprise deviennent la matière première d'une autre. Donc, c'est un beau projet de développement durable. Oui. Alors, d'auteur, je l'appuie. M. Doutel l'appuie, alors c'est 30 000 pour 30 mois. Point 17, pour l'urbanisme. Alors, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal existant aux 300 rue Beaupré. Je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. M. Pelletier. 17.2, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé existant, partiellement en cours avant, au 31-20 de la rue Jeanne. Je le propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. 17.3, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le total des marges latérales minimales applicables au bâtiment principal existant et un abri d'autoprojeté au 506 de la rue Laferté. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. 17.4, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé d'une hauteur de plus de 5,5 mètres et la ligne latérale droite de terrain au 105 de la rue de la Brise. Je le propose. M. Pelletier et Mme Lacoste. 17.5, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale applicable au bâtiment principal projeté au 845 de la rue Côté. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassonde. 17.6, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé projeté en cours avant secondaire au 85 de la rue Yvan. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. 17.7, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal projeté et d'autoriser l'absence sur la façade principale du bâtiment principal d'une issue ouvrant sur un axe vertical au 4,95 du 5e rang. Je le propose. Je l'appuie. Annick Bellavance, je l'appuie. 17.8, résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un pavillon piscine existant et le bâtiment principal au 1460 de la rue Daniel. Dans l'aide d'auteur, je le propose. Je l'appuie. M. Dautel, Mme Lassonde. 17.9, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale du bâtiment principal au 504 de la rue Turcotte-Paquette. Je le propose. Je l'appuie. 17.10, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge minimale d'un lot sur la rue du Repos, le lot 6 et 249 577 projeté. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Et M. Pelletier. 17.11, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la hauteur maximale d'une serre domestique projetée au 960 de la rue de l'Écuyère. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lacoste. 17.12, demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, au 1 rue Sylvain, agrandissement du bâtiment, rénovation extérieure et aménagement de terrain pour Canimex. Au 33-35 rue Prince, rénovation extérieure du bâtiment. Au 915 rue Hins, modification de l'enseigne détachée du bâtiment pour le Pacini. Au 14-13 boulevard Foucault, nouvelle enseigne détachée du bâtiment pour Rustica Coiffure. Je le propose. M. Pelletier et Mme Lassonde. Alors, demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration structurale. Il s'agit ici d'un refus proposé par le CCU. Au 915 de la rue Hins, une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Nous allons par ailleurs parler aux propriétaires des lieux et promoteurs et pour pouvoir proposer des corrections possibles. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier.
17.14, désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière au 5360 de la rue Saint-Roch-Sud. Je vais le proposer. Dominique Martin. Je l'appuie, Jean Charest. Alors, c'est pour y entreposer des véhicules lourds qui pourraient être saisis par la Sûreté du Québec. Alors, on rentre maintenant dans les avis de motion et dépôt de projet de règlement. En 18.11, avis de motion du règlement RV 20-5247, modifiant le règlement numéro 4300, relatif au zonage et visant l'ensemble des zones où la classe d'usage habitation est autorisée sur le territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'ajuster certaines normes reliées au pavillon jardin et au pavillon piscine pour l'ensemble des bâtiments résidentiels quant à la distance des lignes de terrain, à la longueur des murs et à l'aménagement d'un écran opaque. Je vais donner l'avis de motion. M. Martel donne l'avis de motion. 18.12, avis de motion du règlement numéro RV 20-5248, modifiant le règlement relatif au zonage et visant le 353 de la rue Janelle et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser un centre multiservice pour animaux de compagnie incluant un parc canin intérieur. Il y a un avis de motion. Madame Lassonde donne l'avis de motion. 18.13, avis de motion du règlement numéro RV 20-5249, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'amender l'article 232 concernant l'arrosage et le dépôt du projet de règlement. Je vous invite à bien écouter. Il y a quelque chose de neuf ici. Il a pour objet d'assouplir les usages extérieurs de l'eau potable en période d'interdiction. Donc, on parle de 2 niveaux d'interdiction. Le niveau 1, interdiction d'arrosage de pelouse avec un système de gicleur automatique ou manuel ou à l'aide d'un arrosoir oscillateur, au lavage de véhicules, de trottoirs ou d'asphalte. Ensuite, vous avez un autre niveau qui peut être octroyé, là, le niveau 2, interdiction d'arrosage des jardins, fleurs, arbustes ou tout aménagement paysager au moyen d'un boyau tenu à main avec une lance à fermeture automatique, de pelouse avec un système de gicleur automatique ou manuel ou à l'aide d'un arrosoir oscillateur, au lavage de véhicules, de trottoirs ou d'asphalte et au remplissage de piscines en tout temps. Donc, malgré ces niveaux-là, par contre, c'est toujours possible, évidemment, d'utiliser l'arrosoir à main ou lorsque vous avez un permis spécial d'arrosage également. En l'aide d'auteur, je vais donner l'avis de motion. M. Dautel donne l'avis de motion. Il y aura plus de renseignements qui vous seront communiqués au cours des prochaines semaines. Ce règlement-là devrait rentrer en application le 24 ou le 24 août. Alors, ça faisait déjà 20 ans qu'on s'était pas, près de 20 ans, là, qu'on ne s'était pas servi du règlement d'interdiction d'arrosage. En passant, je vous remercie encore d'avoir été collaborateur quand on a émis cet avis d'arrosage. On a vu tout de suite une différence de 20 et on a vraiment pu voir, en analysant les débits qui sortent de l'usine, que c'est vraiment la période d'arrosage le soir qui fait que le débit augmente extrêmement. Un niveau de débit trop élevé et trop continu. Alors, on va pouvoir maintenant s'ajuster un peu plus facilement et permettre encore un peu d'arrosage. Et si on ne demande plus trop d'eau, bien là, on ira au niveau 2. Voilà pour la longue explication. Alors, 18.14, avis de motion règlement RV 20-5250, décrétant l'augmentation du fonds de roulement et dépôt du projet de règlement. Donc, il a pour objet, comme vous dites, d'augmenter le fonds de roulement à même son excédent de fonctionnement non affecté. Adoption de projet de règlement. Donner l'avis de motion. Oui, merci, M. Jarret. J'allais carrément oublier que ça prend un avis de motion donné. 18.21, adoption du projet de règlement numéro RV 20-5247 à l'ensemble des zones où la classe d'usage habitation est autorisée sur le territoire de la ville de Drummondville. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel et puis Mme Lassonde, 18.22, adoption du projet de règlement numéro RV 20-5248 pour le 353 de la rue Janelle, le centre de services pour animaux. Je vais le proposer. M. Janel, puis M. Martel et M. Pelletier. Vive les vacances. 18.31, adoption du second projet de règlement RV 20-5243-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation familiale composée de 12 logements et de 2 étages et demi sur une portion du terrain de la fabrique de la paroisse Saint-Séphore, adjacent au boulevard Saint-Joseph. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste et M. Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la mixité entre un usage industriel et un usage résidentiel à l'intérieur d'un bâtiment existant au 2160 de la route Caya. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je l'appuie.
L'adoption du projet de règlement maintenant, alors 18.4.1, adoption du règlement numéro RV20 5222-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et aux textes, notamment à l'égard des limites de zone, de la hauteur, des marges et de la superficie d'implantation des bâtiments, des numéros d'usage et d'articles inscrits dans les grilles, à la liste des annexes, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement des véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et équipements accessoires temporaires ou saisonniers autorisés dans les cours et des dispositions particulières applicables à certaines zones. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Appuyé par M. Pelletier. 18.4.2, adoption du règlement numéro RV20 5245, modifiant le règlement du zonage, le règlement numéro 3322 et ses amendements autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction afin de modifier le titre du poste de préposé au stationnement ou préposé au transport en commun et au stationnement, ainsi que ses pouvoirs. Je vais le proposer. Allez, je le propose. Alain, je second. Alors, merci beaucoup, messieurs, dames. On est maintenant rendu à la période d'information du Conseil. Alors, au sujet du transport en commun, permettez-moi de vous faire donner une première information. Vous savez maintenant que le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque dans les transports en commun à compter du 13 juillet. Cependant, il donne un sursis de 2 semaines, alors donc jusqu'au 27 juillet. Ce que la Ville de Drummondville se propose de faire, c'est à partir du 27 juillet et au 8 août, jusqu'au 8 août, nous allons offrir aux usagers du transport en commun qui n'auraient pas déjà des masques, nous allons offrir des masques non réutilisables au moment du passage. Et à compter du 8 août, ceux qui n'ont pas de masque ne pourront pas utiliser le transport en commun. Alors, on utilise toute la marge que donne le gouvernement pour 2 semaines. Dans les 2 semaines suivantes, nous allons vous donner un masque non réutilisable, mais à compter du 8 août, si vous n'avez pas de masque, vous ne pourrez pas emprunter le transport en commun. D'autres informations vous seront diffusées au cours de la prochaine semaine ou des prochaines semaines. On va, entre autres, proposer de remettre des masques réutilisables à des personnes dans certaines plages horaires. Vous pourrez vous les procurer là. Ce qui fait donc, c'est important de comprendre que après le 8 août, si vous n'avez pas de masque, et sinon, avant, on vous en fournira, mais à compter du 8 août, c'est important, pas de masque, pas de transport en commun. Tout ça pour respecter les normes sanitaires que le gouvernement nous propose. Mais je rappelle que malgré ces sursis-là, c'est à compter du 13 que ça devrait pouvoir se passer, mais on vous accompagne dans ce changement-là. Alors, consultation publique, le plan de relance, c'est encore moi. Juste pour vous dire qu'à compter du 8, ou comme j'ai annoncé tantôt, du 8 au 15 juillet, sur le site Web de la Ville, vous pouvez répondre à un sondage où on vous présente les grandes orientations de ce que sera ce que pourrait être le plan de relance. On appelle ça le plan de relance préliminaire. On le remet à vos bons soins. On vous demande de vous prononcer, de donner vos priorités à travers celles qui sont déjà proposées là. Et pour ceux qui voudront, il y aura deux moments, le 14 et le 15 juillet, un après-midi, un en fin de soirée, en soirée, pardon, où il y aura 300 personnes qui pourront participer à une activité via le web où on présentera par nos conseillers qu'on a engagés pour nous accompagner, présentera le plan de relance et vous pourrez poser des questions, vous pourrez réagir et on travaillera le tout par la suite pour plus tard, vers la fin du mois d'août, lancer officiellement le plan de relance. Alors, ça fait partie de cet esprit de consultation publique que la Ville de Drummondville veut développer. C'est dans toute ligne avec la politique de consultation publique qu'on a adoptée ce soir. On vous invite à répondre nombreux. Vous avez été 2400, je crois, à répondre au sondage web, 500 répondu au sondage téléphonique, 90 jeunes, je pense, qui ont répondu au sondage web aussi. Alors, c'est avec votre input qu'on a fabriqué ce plan de relance-là et avec nos partenaires. Il est maintenant entre vos mains. C'est à vous de réagir dessus et on travaillera le tout pour le déposer fin août, comme je vous le disais. Alors, consultez les sites Internet de la Ville, il y aura plus d'informations sur le sujet. Monsieur Morales, vous aimeriez présenter les condoléances du Conseil aux amis et à la famille de M. Jean-Noël Laplante.
Oui, effectivement, nous aimerions offrir toutes nos condoléances aux amis puis à la famille de M. l'abbé Jean-Noël Laplante, qui est décédé le 11 juin dernier à l'âge de 85. Je tiens à souligner qu'il a été aumônier du service correctionnel du Canada pendant 17 ans, aumônier de Chevalier de Colomb, Sûreté du Québec, Gendarmerie royale, les pompiers de Drummondville notamment, qui étaient très appréciés, et les groupes de retraite de la ville de Drummondville. Et je tiens à souligner aussi qu'il a été le secrétaire particulier du maire de Drummondville, M. Philippe Bernier. Et donc, ces funérailles auront lieu le samedi 11 juillet à 15h à la basilique Saint-Frédéric. Merci, M. Morales, et nos sympathies à la famille et aux amis de l'abbé Jean-Noël Laplante. Pour la réouverture de la bibliothèque publique, sur une note plus joyeuse, M. Morales. Oui, effectivement, le 13 juillet prochain, de très bonnes nouvelles. Nous aurons l'ouverture de la bibliothèque. Donc, sous peu, nous allons vous donner plus d'informations concernant la capacité, les services qui seront offerts. Mais déjà, nous sommes très heureux de pouvoir permettre à nouveau la présence des citoyens. Puis je tiens à dire aussi, la terrasse va être ouverte aussi à partir du 13 juillet prochain. Des très bonnes nouvelles. Alors, une terrasse où on ne sert pas d'alcool, comme de raison, vous comprenez, mais on aura très hâte de la voir, cette terrasse qui est un petit bijou caché de la bibliothèque sera maintenant accessible. Merci beaucoup, M. Morales. Alors, on est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales de la Ville. M. Villeneuve, vous nous faites part des questions que nous avons eues. Oui, bonsoir. D'abord, 2 questions de la part de Mme Henriette Hiergeau. La première se lit comme suit. Combien de volumes d'eau le promoteur d'ordures Waste Management consomme-t-il par jour, par semaine, par mois ou encore par année, alors qu'il enfouit encore et jusqu'en 2021 les ordures étrangères pas triées de la métropole ainsi que les ordures des industries et commerces de Drummondville? Alors, en fait, la réponse qu'on a, c'est que le site de Waste Management consomme très peu d'eau depuis 2010. C'est la seule information qu'on a, mais on reviendra avec plus de détails à la réunion du mois d'août. Mais la réponse actuelle, c'est que ça consomme très peu d'eau qui viendrait de la ville. Donc, deuxième question. Nous avons élu ce conseil municipal et le payons pour protéger notre bien commun, dont le plus précieux est la santé. Nous attendons que nos élus remplissent religieusement les mandats que nous leur avons donnés. Changer de lunettes ne fera pas disparaître l'atrazine dans notre eau, pas plus que le glyphosate dans nos champs, notre eau et notre agroalimentaire. La question, ce conseil de ville suivra-t-il les traces de la Ville de Québec et bientôt celle de Montréal concernant la fin de l'utilisation du glyphosate sur nos terres? Alors, on a déjà parlé de ça à la dernière séance et comme M. Host m'a expliqué, on ne compte pas pour l'instant modifier la réglementation. Par ailleurs, pour tout ce qui concerne les champs et les terres, ce ne sont pas les règlements municipaux qui prévalent. Mais on continue de suivre cette question-là. Et le comité de l'environnement va nous revenir éventuellement avec des choses. Mais pour l'instant, on ne change pas la réglementation, on l'a déjà bien expliqué. M. Villeneuve. Maintenant, 3 questions de la part de Mme Hélène Lamotte. Sur le côté nord de la rue Lallemand, on nous a mis un défense de se stationner pour l'année. Pourquoi ne pas avoir mis entre le 15 avril et le 15 octobre, comme mentionné habituellement pour les pistes cyclables? Dans le temps des fêtes, entre autres, où notre visite va-t-elle se stationner et pourrions-nous obtenir une vignette de stationnement spéciale? Mme Lamotte, on va prendre votre question en délibéré, puis on va revenir avec l'information très détaillée sur les points précis que vous venez de soulever. Toujours une question, Mme Lamotte. Donc, sur le côté sud de la rue Lallemand, où les résidents doivent-ils mettre leur bac? Maintenant que les résidents se stationnent tous de ce côté, est-ce que la place va venir à manquer à cet effet? Alors là aussi, on prend votre question en libéré. On va revenir avec plus de détails. Mais déjà, sur un aspect de votre question, les gens peuvent mettre leur bac dans les pistes cyclables. C'est prévu pour ça. La réglementation le permet. Et dernier point, toujours Mme Lamotte. À quand une étude de la Ville sur la vitesse dans notre rue, donc en l'occurrence la rue Lallemand? Alors, dans la suite des démarches que vous avez faites depuis quelques semaines, on vous redit qu'on avait parlé qu'on ferait un suivi, qu'on continuerait à regarder la situation et dès septembre, dès le retour à la normale des activités, autant des écoles que des travailleurs et tout ça, on amorcera cette étude.
Dernière question d'un citoyen du secteur Saint-Joachim, M. Guy Châteauneuf. Sa question se lit comme suit. Dans le secteur Saint-Joachim, l'accès à Internet haute vitesse est notamment problématique. À quand un échéancier précis pour nous permettre, nous aussi, de compter sur cet outil de développement et de relance économique? Je dirais à M. Châteauneuf qu'à chaque rencontre qu'on a auquel j'ai participé depuis le début de la pandémie, où on parle de soutien à l'économie locale, qu'on parle d'enjeux de développement ou qu'on parle d'enjeux qui préoccupent les citoyens. On fait part à nos députés, on fait part sur toutes les tables où on est, que la question de l'Internet, la question des cellulaires est extrêmement importante. On comprend très bien l'exaspération des gens. On la vit à chaque semaine, nous autres aussi, quand on fait nos rencontres. Vous en parlerez à Mme Bernier, qui est de Saint-Joachim, a parfois un peu de difficulté à se connecter, ou à d'autres qui sont des gens qui viennent de partout. Alors, on est très au fait, très solidaires. On le vit vraiment, là, que aujourd'hui, c'est inacceptable que tout le monde ne soit pas branché et on fait entendre cette préoccupation-là. On fait plus que le faire entendre, on fait aussi des pressions. Par ailleurs, je peux vous dire que les réponses que j'ai, c'est que pour Saint-Joachim, le déploiement, même s'il est déjà en préparation, sera complété en 2021. On va continuer à faire nos démarches auprès de Cogeco parce qu'on s'était engagé à accompagner et à assurer que toutes les maisons, même celles qui sont un peu loin, apparaîtraient moins rentables, soit, je me rappelle à l'époque, M. Cusson avait dit qu'on s'était engagé à mettre un montant pour s'assurer que ça marche, un montant qui était très absorbable par la Ville. Ce n'était pas faramineux comme dans d'autres endroits. Et M. Lamontagne lui-même me rappelait dernièrement qu'il y a 1400 ou 1600 maisons qui, dans la région immédiate de Drummondville, devraient être branchées, mais on ne sait pas encore à quel rythme et de quelle façon. Encore la semaine dernière, il y avait une rencontre régionale sur la question du plan de relance régional demandé par la ministre Proulx, je crois, Marie-Ève Proulx. Et c'était un des sujets qui était à l'ordre du jour, la question de l'Internet. Ce ne sera pas dans les prérogatives du plan de relance d'en parler, c'est ce qu'on nous a dit, mais tout le monde a fait entendre cette préoccupation-là. Alors, M. Châteauneuf, je n'ai pas envie de vous dire prenez votre mal en patience, mais j'ai envie de vous dire qu'on accompagne vraiment les gens de Saint-Joachim et les gens du Bec-du-Canard aussi, là, qui ont fait de nombreuses revendications à ce sujet-là. On comprend qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, autant pour le travail que pour l'étude des enfants, que pour le télétravail et le commerce électronique. Alors, on continue à faire nos démarches. Ne vous inquiétez pas, mais continuez à nous poser des questions pour que ça permette de mettre la pression sur tout le monde. Si je peux ajouter un point à votre commentaire, M. Grondin. Alors, ce que je veux dire aux citoyens, c'est que sachez que je vous comprends et j'appuie entièrement vos démarches. Que vous nous reveniez de façon régulière avec ce besoin, il est légitime, il est là et j'en suis moi-même témoin. Et ce que ça nous permet de faire aujourd'hui, c'est de mettre la pression au bon endroit aussi. Donc, c'est d'amener à faire prendre conscience à nos députés locaux, provinciaux et fédéraux que l'essentiel, les besoins essentiels sont maintenant rendus au niveau technologique. Donc, merci d'être là, merci de nous appuyer, mais sachez qu'on est là, je suis là, puis je fais le dossier avec vous à tous les mois. Je fais un suivi avec Cogeco pour être certaine qu'on ne nous oublie pas ou qu'on ne nous échappe pas entre deux chaises. Donc, sachez-le. Et comme M. Grondin disait, c'est essentiel, effectivement, et on a tous hâte que ça arrive. Donc, merci. Merci, Mme Bernier. Alors, ça fait le tour des questions qui nous ont été proposées. Restez à l'affût de la façon de participer à la rencontre, la prochaine qui est le 24 août, si ma mémoire est bonne. Alors, le prochain conseil à 7 heures, on vous dira ce qu'il y en a dans la semaine précédente, comment participer. Est-ce que c'est encore via Internet, que ce soit via un site web particulier, est-ce que ce sera dans un autre lieu qu'ici? On vous reviendra et on prendra le temps de réfléchir à la question. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci aussi aux syndicats, employés municipaux et directeurs qui étaient présents ce soir pour accueillir la reconnaissance du Conseil. Merci de la répercuter à vos confrères et consoeurs de travail. À chacun, chacune, bon été. On se revoit au mois d'août. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous autres. Prenez soin de notre monde. Et j'accueillerai une proposition de la Ville-Assemblée. On propose Alain Dautel. Je l'appuie. M. Dautel, M. Pelletier, merci. Bonnes vacances tout le monde. Pour ceux qui en prennent, bon été.
TV, fiers de faire rayonner notre communauté.